Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire sur les questions de normalisation du reporting de durabilité. C'est dans la série de webinaires que nous organisons sur le reporting de durabilité. Et il y en a beaucoup parce qu'il y a énormément d'actualités liées d'une part au déploiement de l'ensemble des textes et standards au niveau européen, mais on va le voir aujourd'hui, c'est un sujet qui est totalement mondial, qui est en pleine évolution, puisque beaucoup de ces standards, de ces textes, ont commencé à se mettre en œuvre il y a 1 ou 2 ans et vont continuer de se déployer pendant encore 2, 3, 4 ans. Et puis, ils sont en train de dessiner des tendances qui éclaireront demain la notion de performance et la notion de reporting autour de ces questions de développement durable. Donc, je suis Sylvain Lambert et je suis l'associé responsable de nos activités d'audit et de conseil en matière RSE pour PwC France et Maghreb. Et en guise d'introduction, aujourd'hui, je serai d'abord accompagné d'Olivier Scherrer et de Anne Langlais, qui sont associés et directeurs dans nos équipes et qui, plus particulièrement, contribuent aux travaux en termes de normes et de standards sur ces questions de durabilité, tant auprès des régulateurs nationaux qu'auprès de la Commission européenne, qu'auprès d'un certain nombre d'instances de place. Nous allons partager avec vous un certain nombre de points de vue, d'analyses sur les évolutions récentes. Et notamment aujourd'hui, ce qui est pertinent de regarder, surtout pour vous, entreprises, eh bien, c'est un peu les conséquences de tout ça dans cette accélération normative. Vous le savez, l'Europe a prévu donc l'évolution du texte actuel aujourd'hui autour de la déclaration de performance extra-financière vers une évolution autour de la directive sur la CSRD, dont on verra avec Olivier et Anne que la probabilité que la mise en œuvre de ce texte soit décalée est de plus en plus forte compte tenu des débats, notamment au niveau du Parlement européen et du timing de déclinaison dans les différents pays après. Donc ça permettra à tout le monde de se préparer. Mais à côté de ce texte, qui, au-delà de cadrer le reporting, on le rappelle, sera accompagné d'un standard de reporting, c'est-à-dire d'une norme avec des projets pour cadrer les informations qui devront être publiées, et nous avons des initiatives parallèles, régulées ou non régulées, mais néanmoins d'importance. Vous le savez, aux États-Unis, nous l'avions annoncé depuis le début de l'été 2020, le régulateur, l'autorité des marchés, la SEC, avait annoncé, et cela a été confirmé avec l'élection de Joe Biden et par le président, le patron actuel de la SEC, M. Gensler, que le régulateur américain va se doter d'une réglementation en matière d'information extra-financière. Alors, avec quelques aléas, hein, on s'était dit que ça risquait d'aller extrêmement vite, parce que contrairement à l'Europe, les États-Unis ne sont qu'un pays au lieu d'avoir 27 pays. Mais vous l'avez peut-être vu, hein, nous l'avons communiqué sur les réseaux sociaux, notamment Anne Langlais l'a communiqué récemment sur les réseaux sociaux. La SEC veut aller vite, mais au sein du régulateur américain, il y a des débats, notamment sur le fait de discloser des informations autour de la chaîne de valeur et au plan climatique. Les sujets liés au scope 3 posent problème à certains, et donc ça ne va pas aussi vite que prévu. Ils veulent aller vite, mais ça ne va pas aussi vite que prévu, donc un peu de retard aussi du côté des Américains. Du côté de l'Asie, quelques grandes plaques, hein, les régulateurs à Singapour, Hong Kong et sur la Chine plus largement ont aussi annoncé une évolution de leur texte en matière d'information extra-financière. Et puis, bien sûr, la grande information de la COP26, on le savait, mais là, c'est désormais officiel, c'est l'arrivée de l'IFRS dans le jeu, avec la création du pendant de l'IASB, de l'ISSB, l'International Sustainability Standard Board, qui va être présidé par Emmanuel Faber, un ancien président directeur général de Danone. Et donc, au milieu de toutes ces plaques, quelles conséquences pour vous? C'est ce que l'on va voir en creusant ces différents sujets. Une entreprise, de toutes les manières française et donc européenne, aura appliqué les textes liés à la CSRD et aux standards de reporting européens. Mais quid de l'influence d'autres parties prenantes, comme ces investisseurs, s'ils ne sont pas tous européens, des choix que pourront faire certains. Vous avez vu, par exemple, la dernière lettre de Larry Fink, le patron de BlackRock, hein, qui ne parle plus de certains standards comme le SASB, mais qui parle très clairement de la TCFD. Donc, qu'auront à faire les entreprises? Quel type de standard? Et puis surtout, vers où va-t-on? Parce qu'il est clair qu'on ne pourra pas vivre éternellement dans une multiplication des standards pour les entreprises. C'est une bonne chose que les régulateurs s'en emparent, parce qu'aujourd'hui, malgré le niveau de contrainte, on a quand même foison de standards, de possibilités de standards privés, ce qui complexifie la vie de nos clients et la vie des entreprises. Donc, va-t-on vers un standard global? Oui, mais lequel? De quelle influence sera-t-il? L'Europe a une avance considérable, a vraiment travaillé ces sujets depuis très longtemps. Au sein de l'Europe, la France avait beaucoup d'avance. Il serait vraiment dommage de perdre toute, je dirais, cette avance et tout ce travail qui peut être mis sur la table. Mais très clairement, on va passer par des étapes de grandes plates géographiques
L'avenir est très certainement un standard global. La question qui est sur la table, c'est quelle en sera l'influence, la dimension politique. On espère que les travaux et tout ce qui aura été mis en œuvre et tout ce sur quoi on pourra capitaliser au niveau européen bah, seront des éléments qui seront à la base des travaux d'un référentiel potentiellement global dans quelques années. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à Olivier Scherer pour vous présenter le programme de ce webinaire et aller plus en détail sur certains de ces sujets. Et je vous remercie toutes et tous de vous être connectés. Olivier, je te passe la parole. Merci Sylvain. Alors, à l'agenda, aujourd'hui, on va commencer par un rappel du contexte. On fera un point sur les points qui font l'objet de débats au niveau européen sur le projet de la CSRD. Ensuite, nous regarderons à quoi ressembleront les futures normes de reporting de durabilité. Et nous terminerons par une refonte, la revue de la refonte des instances de normalisation en matière de gouvernance. Voilà, alors, quelques rappels. Pour commencer, si on peut passer au slide suivant. Alors, la raison de l'évolution de la normalisation en matière de reporting de durabilité, c'est que le constat était fait qu'il y avait un déséquilibre en matière de normalisation entre le reporting financier et le reporting de durabilité qu'on appelait communément la communication extra-financière. Le reporting de financier en matière d'IFRS, c'est un référentiel qui est aujourd'hui très mûr maintenant avec plus de 15 ans d'expérience et assez stable, plus de 40 normes et qui sont appliquées de manière au niveau mondial de manière assez homogène. En matière de reporting de durabilité, le constat est assez différent et d'où l'idée au niveau européen de développer un référentiel qui puisse être appliqué par l'ensemble des pays européens et qui comprendrait à ce stade entre 20 et 30 normes. On verra où se situera le curseur en la matière. Alors, slide suivant, la situation actuelle, hein, telle que vous la connaissez, eh bien, donc vous avez deux colonnes, hein, la situation actuelle et ensuite ce qui va se profiler à horizon 2025. Actuellement, on est soumis à une directive qui s'appelle la NFRD, Non-Financial Reporting Directive, qui en France a été transposée par la DPEF. Et pas de normes de niveau 2. Donc, seule la DPEF produit les dispositions qui s'appliquent aux entreprises concernées par la DPEF. Demain, ce qui est envisagé, c'est une révision de la NFRD qui portera un nouveau nom qui s'appellera la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est en cours, dont le projet de texte a été publié l'année dernière, qui est en cours de finalisation, de débat, et on y reviendra, qui fera l'objet d'une transposition et qui donnera lieu à la création de textes de niveau 2 qui sont en cours de développement par l'EFRAG, donc l'instance européenne qui produit actuellement les avis techniques auprès de la Commission européenne pour l'approbation des normes IFRS et qui de fait va avoir un nouveau rôle, qui a un nouveau rôle de développement de normes de durabilité. Slide suivant. Alors, ces textes de niveau 2 qui s'intègrent et qui répondent à la CSRD sont dans la réalité complétés par un dispositif plus large qui intègre la réglementation en matière de taxonomie, qui est déjà applicable dès les éléments financiers, la communication qui a trait à la période 2021. Donc, les éléments sont en cours de production et de publication. Ça intègre également une réglementation dite SFDR qui concerne des informations à produire concernant les produits financiers, ça concerne plutôt les établissements financiers. Et puis un autre ensemble de dispositions qui inclut les green bonds,
la transparence fiscale, le devoir de vigilance pour lequel un texte est attendu très prochainement. Ça, c'était pour l'Europe. Maintenant, d'autres choses se développent également à l'international et on peut citer en premier lieu ce qui est en cours de développement au niveau de la fondation IFRS, qui développe une deuxième branche en complément de sa branche de Financial Reporting, qui s'appelle ISSB, International Sustainability Standard Board. Donc, c'est une branche parallèle à l'ISB et qui va développer un jeu de normes en matière de développement de normes de durabilité. Et puis également, évidemment, les Américains qui développent également leur propre référentiel, qui est en cours de développement par la SEC. Le calendrier est un petit peu en décalage, mais ou un petit peu glissant, mais la normalisation est en cours. Alors, en parlant de calendrier, ça nous amène au slide suivant. Vous voyez sur cette slide deux lignes, CSRD, le calendrier de la CSRD et le calendrier des ISARS. Alors, CSRD, donc c'est la directive qui est en cours de négociation. Le projet avait été publié l'année dernière. Il est en cours de débat sur un certain nombre de points et Anne Langlais va revenir sur les points qui sont en cours de discussion. Et puis, avec une application dont la date initiale était prévue en 2004, mais avec un report aujourd'hui extrêmement probable. Et Anne reviendra sur le calendrier d'application. ISARS, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce sont les standards, c'est le nom des standards européens. Ça veut dire European Sustainability Reporting Standards. Donc, ce sont les standards qui sont en cours de développement par l'EFRAG. Un premier batch de textes qui sont très préliminaires, en fait, ce sont des papiers de travail qui sont en cours de réflexion au niveau de l'EFRAG, mais enfin qui sont quand même rendus publics pour des raisons de transparence. Donc, qui ont été publiés au mois de janvier, qui vont être suivis par un deuxième batch dans les jours qui viennent, courant février, et puis très vraisemblablement un troisième batch courant mars. Mais tout cela sera ensuite retravaillé et donnera lieu à la publication d'exposés sondages dont la date est un petit peu flottante, mais dont on peut s'attendre à ce qu'ils paraissent courant du mois de mai. Avec une période d'appel à commentaires qui va s'étendre sur quelques mois. Et puis ensuite la finalisation des normes que l'on peut attendre courant 2023 avec une application, comme je l'ai dit, décalée. Et Anne va revenir sur ces points-là. Sur ce calendrier, sur le thème suivant, puisque ça fait partie justement des points en discussion. Donc Anne, est-ce que tu peux nous faire un point sur les points, les thèmes qui font l'objet de débats au niveau européen sur ce projet de la CSRD? Oui, merci à tous. Bonjour. Donc effectivement, c'était important aujourd'hui de vous faire un point sur le projet CSRD. Donc cette directive, elle a été publiée, ce projet de directive l'année dernière. À ce jour, il y a 700 amendements qui sont proposés pour modifier ce projet. On devrait avoir un bon aperçu du texte de compromis entre avril et juin 2022. Alors, quand on voit comme ça 700 amendements proposés, ça peut faire peur. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que le compromis de texte CSRD, tel qu'on connaît le projet à date, il va effectivement bouger sur certains aspects, mais le cadre de la directive proposée et les directions proposées vont quand même rester telles qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, quand même à souligner des exemples de propositions d'amendements relativement importantes qui proviennent de différentes parties prenantes. Donc, j'insiste, c'est vraiment des exemples de propositions d'amendements. On ne sait pas in fine lesquelles seront retenues. Une des propositions d'amendement qui est extrêmement probable, c'est cette histoire de report d'un an en termes de calendrier. Initialement, la CSRD devait s'appliquer à partir de janvier 2024 sur la base du reporting 2023. Là, ce sera certainement un an plus tard.
et ce sera également le cas du coup pour les normes de reporting de durabilité qui vont avec la CSRD. L'autre point important, c'est le sujet du scope. Il y a énormément de débats sur le sujet du scope. Certains veulent inclure d'autres PME dans le scope, dans celles qui sont non cotées dans des secteurs à haut risque. Certains veulent inclure également des entreprises établies en dehors de l'UE mais opérant dans l'UE. Certains cherchent à réduire le scope en disant c'est trop lourd pour les PME, il faut les enlever. Voilà, il y a aussi des sujets sur les exemptions de filiales, donc il y a encore des grosses discussions sur le scope. Ensuite, il y a d'autres discussions sur la structure du reporting. Est-ce qu'on doit en dire plus dans la directive parce qu'on prévoit des textes de niveau 2 avec les normes, mais est-ce qu'on est déjà assez prescriptif dans le texte de niveau 1 de directive? Quel est le niveau de détail? Est-ce qu'on ne donne pas trop de latitude au niveau de la normalisation au niveau 2? Ensuite, il y a les sujets de la cohérence avec les autres initiatives de normalisation, donc, et notamment la cohérence avec l'ISSB sur les gros enjeux d'alignement. Il y a des sacrés sujets aussi sur l'audit et l'assurance, les sanctions, mais je ne vais pas détailler plus. Pour rappel, nous avions fait un webcast CSRD qui détaillait l'ensemble des dispositions du projet CSRD que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Aujourd'hui, l'idée n'était pas de redescendre l'ensemble des dispositions de la CSRD. Donc, on va vous donner un aperçu des futures normes. Donc, ce qui est important de noter, c'est que l'EFRAG qui est en train de travailler sur ces sujets, il y a cette fameuse règle de 3 avec les 3 niveaux de couches de reporting. Donc, secteur agnostique, secteur spécifique et entity spécifique. Et du coup, avec ces normes ESRS de l'EFRAG, l'idée, c'est de normaliser le secteur agnostique et le secteur spécifique. Ensuite, on a 3 piliers de reporting, strategy, implementation, performance measurement. Et ensuite, on a 3 thèmes ESG. Donc, on ne va pas revenir en détail dessus. Dans les travaux de l'EFRAG, on a différents clusters qui sont en train de travailler, notamment un cluster qui s'appelle Conceptual Guidelines and Cross-Cutting Standards. Donc là, c'est vraiment un cluster transversal. Ensuite, on a des clusters thématiques, donc cluster climate, environnement, social workforce, social other, governance, et ensuite des clusters plus spécifiques. Donc ça, c'est comment est organisé l'EFRAG pour travailler. Et ça donne lieu à quoi? Et ça, c'est vraiment ce qu'il est ressorti des textes préliminaires qui ont été publiés en ce début d'année. On va passer un tout petit peu de temps sur cette slide-là. Pourquoi? Parce que ça nous donne vraiment un aperçu de la structure de la normalisation qui est prévue par l'EFRAG. Il y a 20 ans, il y a eu les IFRS avec tout un canevas de normes IFRS. Et bien là, on découvre la structure proposée par l'EFRAG. Et donc, on voit bien toute la partie de gauche qui s'appelle secteur agnostique, standard, qui va être pour toutes les entreprises, avec la première colonne qui est vraiment un ensemble de normes transversales qui s'appelle donc Strategy, Governance, Impact, Risk and Opportunities. On aura une première norme ESRS 1, General Provisions, donc un peu comme la norme IAS 1 pour les IFRS, qui va certainement être couplée d'ailleurs avec la norme ESRS 5, Definition for Policies, Targets, Action Plan and Resources. Donc ça, c'est des normes transversales. Et également dans les normes transversales, nous avons les normes ESRS 2, 3, 4. Donc là, c'est vraiment de lier la durabilité avec la stratégie et le business model, lier la durabilité avec la gouvernance et l'organisation, et lier la durabilité avec les risques, les material impacts, risks and opportunities. Ensuite, on a des normes thématiques qui viennent compléter ces normes transversales. Ces normes thématiques, elles sont avec l'environnement. Donc là, on est sur les normes ESRS E1, E comme environnement, donc Climate Change. Et donc, les normes environnement, ESRS E1 à E5, elles suivent les objectifs de la taxonomie. Donc, on retrouve exactement les mêmes objectifs que dans la taxonomie, Climate Change, Mitigation, Adaptation, Pollution, etc. À noter sur l'environnement que les normes ESRS E2, E3, E5, donc Pollution, Water and Marine Resources and Circular Economy, ont été publiées dans le batch de février. Ensuite, on a toute la colonne Social, et donc ESRS S1 à 7.
de 1 à 4, on est vraiment sur les opérations propres à l'entreprise. Et sur les ESRS S5 à S7, on est sur la chaîne de valeur amont et aval. Ensuite, on va avoir la gouvernance, donc ESRS G1 à G3. Donc Governance, Risk, Management, Internal Control. G2 sur Product Services Management et donc les relations avec les business partners. Et ensuite, ESRS G3 sur les business practices du type l'anticorruption, etc. Et ensuite, on va avoir tout le pavé secteur spécifique standards, parce qu'il va également y avoir des normes spécifiques au secteur. Donc là, on peut faire le parallèle avec aujourd'hui les normes sectorielles qui s'appellent SASB. D'ailleurs, les FRAC travaillent avec le SASB, donc ces normes sectorielles arriveront plus tard. Et ensuite, on a une norme de présentation, ESRS P1, qui va dire comment se présente le Sustainability Statement. Parce qu'effectivement, ça va s'appeler le Sustainability Statement et c'est le pendant des Financial Statements qu'on connaît. Et par ailleurs, il y aura des Conceptual Guidelines, donc ce ne sera pas des normes à proprement parler, mais ça donnera des indications sur des concepts très importants, type la double matérialité, qu'est-ce que c'est qu'une information de qualité, donc ESRG2, les time horizons, parce que le sujet du prospectif est extrêmement important dans les données de durabilité, là où sur le financier, on est plutôt sur du rétrospectif, et ben, avec les normes de durabilité, on sera sur énormément de prospectif. Voilà. Et d'autres sujets de conceptual guidelines. Donc, à ce stade, on est à plus de 28 normes prévues dans ces ESRS. Et pour chaque norme, la structure proposée, c'est une structure assez classique qui va du coup nous donner des disclosure requirements, donc qu'est-ce qu'on doit discloser. Ensuite, on aura des application guidance, un peu comme ce qu'on peut avoir sur les IFRS de comment on doit discloser. Et ensuite, on a des basis for conclusion, un peu comme les IFRS aussi, de pourquoi est-ce qu'on disclose ces informations. Voilà, et donc, quelles informations vont être demandées? On vous donne juste un exemple avec la norme climat, mais sur toutes les normes qui sont sorties dans les batchs préliminaires qui sont ici en rose, c'est-à-dire que pour l'instant, on a un aperçu de textes préliminaires qui ne sont pas encore des ED sur tout ce qui est affiché en rose sur ce slide. Dans quelques semaines, on aura tout ce slide-là sera rose, donc on aura des textes préliminaires sur l'ensemble. Et bien, sur ces éléments-là, on a tout un tas de disclosures qui sont demandés et on a un aperçu, donc un de ce qu'ils appellent des Disclosure Requirements, les DR. Donc, sur la norme climat, on a DR1 à DR24 et au sein de ces Disclosure Requirements, finalement, on a plus de 100 informations à donner. Et donc, tout ça suit le format que nous avons introduit au début, stratégie, mise en œuvre et mesure de la performance. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est important de savoir quand même, c'est qu'il y a des choses qui sont déjà faites dans les DPEF aujourd'hui, des choses qui sont déjà assez bien établies, notamment en France, où on a quand même une maturité certaine sur les sujets de disclosure, notamment climat. En revanche, il y a quand même des choses qui sont actuellement faites par certains ou pas faites du tout ou pas très bien faites. Et donc, du coup, ça va demander de se préparer et de prendre connaissance de tous ces DR, Disclosure Requirements. Donc, à quoi va ressembler le Sustainability Statement? Il va avoir plusieurs parties. Donc, la première partie qui va s'appeler le Statement of Compliance, donc le fameux ESRS 1, General Provision, dont on parlait tout à l'heure, à la manière un peu de IAS 1. Ensuite, on va avoir toute la partie Sustainability Strategy Governance Risk Management Section. Donc, c'est la partie transversale dont on a parlé tout à l'heure qui s'applique à toutes les entreprises. Et ensuite, on va avoir des parties thématiques avec la partie environnementale, la partie sociale et la partie gouvernance. Voilà la structure qui est proposée par les FRAG. Donc, ensuite, on vous a fait quand même également un petit topo sur où en est l'initiative de l'ISSB. Donc, l'ISSB a publié aussi des textes préliminaires en novembre 2021. Ils ont publié un General Requirement Prototype et également un Climate Prototype. Donc, on attend d'autres normes
sur les autres sujets. Et donc, et on attend surtout les exposure drafts de ces textes préliminaires qui avaient été publiés en novembre. Et ces exposure drafts ne devraient pas trop tarder. Sur les prototypes, donc on a dit il y a eu un general prototype avec des general requirements. Donc là, c'est pareil, on est un peu sur une approche comme IAS1, IAS8 qui explique ces general requirements. Et ensuite, on va avoir des normes thématiques. Et ils ont donné l'exemple de la norme climat avec des exigences qui sont détaillées dans ce prototype climat. Et pareil, plus tard, donc, il y aura des normes sectorielles qui seront très fortement inspirées des normes SASB. Tout ça, ce sera structuré autour de 4 piliers de reporting, contrairement à l'EFRAG où on en a vu 3. Et ces 4 piliers de reporting sont entièrement basés sur les piliers TCFD, donc gouvernance, stratégie, risk management, indicateurs et objectifs. Et pour ceux qui se posent la question, on a quand même une compatibilité à ce stade sur ce que propose l'EFRAG et ce que propose l'ISSB. Et donc, ils se parlent, il y aura une cohérence. On ne sait pas exactement quelle sera l'issue, mais en tout cas, sur le prototype climat, l'EFRAG a fait le travail de voir s'il y avait une compatibilité et c'était relativement compatible. Donc, la refonte des instances, Olivier, je te laisse la parole. Merci Anne. Tu as eu raison d'évoquer le sujet de la compatibilité, puisque le risque de double ou de triple reporting est perçu comme étant un risque porté par les entreprises qui seraient potentiellement soumises à un multiple jeu de reporting. Je pense que ce risque-là est bien compris des instances et qui s'organisent pour harmoniser au mieux les principes et les règles d'application. Alors, concernant l'ISSB, si on peut passer sur le slide suivant, Anne, voilà, merci. Concernant l'ISSB, alors bon, donc chaque instance s'organise et a réorganisé sa gouvernance pour aborder la normalisation en matière de reporting de durabilité dans les meilleures conditions. Donc, au niveau de la fondation de l'IFRS, ce qui a été rajouté à sa gouvernance, c'est une deuxième branche à travers un deuxième board qui s'appelle donc l'ISSB, qui est la petite sœur de l'IASB, qui faisait la normalisation en matière de normes IFRS. Le reste demeure stable en termes d'instance de gouvernance, si on passe au slide suivant. Et qui a pour nouveau patron donc de l'ISSB Emmanuel Faber, donc ancien président de Danone, et qui s'est entouré donc il va s'entourer évidemment d'un board, mais plus spécifiquement de 2 vice chairs, l'une qui est Sue Lloyd, qui était déjà vice chair de l'IASB, et puis également Janine Guillot, qui était l'ancienne CEO du SASB. Donc ça, c'est pour la fondation IFRS. Au niveau EFRAG, eh bien, l'EFRAG s'organise également. Alors, ce diagramme peut paraître un petit peu complexe, mais dans la réalité est assez simple. Il y a une tête qui part de l'Assemblée générale, avec l'ensemble des membres constitutifs de l'EFRAG, et qui descend sur la gauche avec l'EFRAG FR Board, donc c'est le Financial Reporting Board. Toute cette branche de gauche, à partir de l'EFRAG Board, était préexistante, et avait pour objectif de donner des conseils, des avis techniques à la Commission européenne dans le contexte de l'approbation des normes IFRS. Et à cette branche de gauche s'est adjointe une deuxième branche, qui est la branche intitulée EFRAG SR Board, c'est-à-dire Sustainability Reporting Board. Et c'est cette branche-là qui est en charge de la normalisation des normes de durabilité. Donc, qui s'est équipée exactement de manière symétrique à la branche Financial Reporting, à la fois d'un TEG, c'est-à-dire un groupe d'experts, Technical Expert Group,
et puis également d'une équipe, d'un secrétariat. Donc, ce sont les membres de l'EFRAG, les salariés de l'EFRAG qui travaillent sur la rédaction des textes. Voilà pour la gouvernance de l'EFRAG. Et pour répondre aux propositions qui seront faites par l'EFRAG, au niveau français, si on veut passer au slide suivant, au niveau français, eh bien, à la demande du ministre de l'Économie et des Finances, a été créé au sein de l'ANC un comité sur l'information de durabilité qui est constitué de 25 membres représentant l'ensemble des parties prenantes françaises et qui aura donc pour vocation de faire écho auprès de l'EFRAG des vues françaises. Voilà sur les instances. Donc, ça close cette session d'actualité. On en fera d'autres hein, au fil des mois à venir pour vous tenir informé de l'évolution jusqu'au moment où il y aura quelque chose de plus substantiel hein, lorsque les normes, les projets de normes de l'EFRAG paraîtront. Je m'arrête là et je repasse la parole à Sylvain pour ses recommandations et conclusions. Merci beaucoup, Olivier. Nous arrivons maintenant au terme de ce webinaire et il est temps de partager avec vous, on va dire, quelques recommandations, quelques réflexions en tous les cas qui pourront vous aider. Je pense qu'il y a deux grandes phrases qu'il faut garder en tête, hein, qui sont les tendances que l'on observe tant du côté de l'écosystème financier des entreprises que du côté du régulateur. C'est d'abord, premièrement, que l'accès au financement va être de plus en plus lié à des questions de RSE, de durabilité, de ESG, peu importe. Et deuxièmement, et c'est une conséquence, hein, la data en matière ESG va devoir devenir égale à la data en matière financière dans les 5 ans à venir. Donc, on ne saurait trop vous recommander de mettre des moyens sur l'anticipation et le suivi de tout ce qui va arriver en matière de texte, de toutes ces grandes plaques géographiques qu'on a évoquées. Hein. Vous l'avez vu, ces textes se relient les uns aux autres, sont parfois complexes. Bien sûr, nous sommes là pour apporter de l'éclairage, mais vraiment, on vous encourage à anticiper les choses. La deuxième chose, c'est un vrai travail pour préparer vos data ESG à monter au niveau de jeu des data financières. Et quand on regarde aujourd'hui, elles sont issues, ces data ESG, de systèmes qui sont encore très éloignés en termes de fonctionnement des systèmes classiques de reporting financier, donc une vraie réflexion là-dessus. En termes de contrôle interne, on a un gros sujet. Il y a assez peu de contrôle interne sur ces données-là, et on sait que dans la réglementation CSRD, le rôle du conseil d'administration, et en particulier du comité d'audit, va se renforcer. Donc le contrôle interne, le contrôle de la gouvernance, là aussi, commence à réfléchir sur comment, de la même façon qu'on le fait sur les données financières, l'audit interne, le contrôle interne vont travailler sur ces questions, comment les équipes vont être sensibilisées. Et puis donc, tout ce cursus, en fait, il suffit de prendre toutes les caractéristiques d'une donnée financière et de se dire en quoi ma donnée ESG aujourd'hui elle en est éloignée sur les systèmes, sur les contrôles internes, externes. C'est un peu le chemin que l'on a devant nous, mais vraiment ça va être clé et la raison en est simple. C'est pas tellement le régulateur, ça l'est d'une part, mais c'est que l'usage qui va être fait par l'écosystème financier et peut-être même d'autres de la donnée ESG va devenir aussi important pour la lisibilité de la performance d'une entreprise, son attractivité, qu'elle soit pour des collaborateurs, pour des clients, pour des investisseurs, va être aussi important que les données financières. Et donc, eh bien, si ces deux données deviennent égales, dans leur usage, elles doivent devenir égales dans leur production et dans leur contrôle, tant interne qu'externe. Voilà ce qu'on peut en retenir aujourd'hui. Une fois de plus, nous vous remercions énormément de vous être connectés. Bien entendu, nous sommes dans un cycle, donc nous aurons d'autres moments de partager avec vous un regard, des convictions, de l'explication et de l'anticipation. Donc merci à toutes et tous et excellente journée.